Cette mise au point des observations qu'il avait faites à la maternité de Vienne lui prit plus de 4 années. Il écrivait lentement, péniblement, dans le secret, pour ne point perdre ses modestes fonctions, pour ne point inquiéter le timide Birley dont il se savait surveillé. Cependant, comme aucun autre écho de cette découverte ne lui parvenait de l'étranger, il s'adressa une seconde fois, à 6 ans de distance, à Seefort, au grand Virchow, à bien d'autres qui ne lui répondirent pas. « De tous les accoucheurs que je connais, écrivait-il alors, ce pauvre Michaelis est décidément le premier et le seul duquel je puisse dire qu'il a eu trop de conscience professionnelle. C'est vrai, et cela devint monstrueux lorsque, ayant envoyé dans un mémoire le résumé de ses travaux à l'Académie de médecine de Paris, celle-ci, par l'intermédiaire d'une commission sous la présidence d'Orfila, ne daigna non plus lui répondre. On ne sait pourquoi, les débats furent secrets. Pendant ce temps, les conditions matérielles et morales de son pays s'améliorèrent un peu, si bien que pour la première fois dans l'année 1855, il gagna une petite somme suffisante à ses besoins, 400 florins. Le temps passe. En 1856, Birley meurt. Semmelweis lui succède à la direction de la maternité Saint-Roch. Il semble être libre désormais d'avoir des initiatives obstétricales. Il faut dire qu'on le croyait endormi à jamais dans la crainte ou dans son erreur. On va être bien surpris de le retrouver plus agressif encore qu'à Vienne. Toutes ces initiatives ne furent pas heureuses, celles du début surtout. Exemple, cette lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique, par laquelle il entreprit de rompre un silence de 10 années. Je voudrais bien que ma découverte se trouvât à être d'ordre physique, car on peut expliquer la lumière comme on veut, cela ne l'empêche pas d'éclairer. Elle ne dépend en rien des physiciens. Ma découverte, hélas, dépend des accoucheurs, c'est tout dire. Assassins, je les appelle tous, ceux qui s'élèvent contre les règles que j'ai prescrites pour éviter la fièvre puerpérale. Contre ceux-là, je me dresse en adversaire résolu, comme on doit se dresser contre les partisans d'un crime. Pour moi, il n'est pas d'autre façon de les traiter qu'en assassins. Et tous ceux qui ont le cœur à la bonne place penseront comme moi. Ce n'est pas les maisons d'accouchement qu'il faut fermer pour faire cesser les désastres qu'on y déplore, mais ce sont les accoucheurs qu'il convient d'en faire sortir, car ce sont eux qui se comportent comme de véritables épidémies, etc. Si ces vérités n'étaient que trop urgentes, cependant il était puéril de les proclamer sous cette forme intolérable. La haine soulevée par ce pamphlet ne fut que l'écho amplifié de celle dont il avait éprouvé la violence 10 ans auparavant à Vienne. Dans cette ville opprimée, plongée dans une ambiance de consternation, où il semble que les mesquineries, surtout d'ordre médical, devaient faire silence naturellement, il n'en fut rien. À l'hôpital même, dont Semmelweis était devenu le médecin-chef, il se découvrit tellement de bassesse, tellement de vilenie professionnelle, que ses prescriptions contre la fièvre puerpérale, volontairement, ne furent jamais observées. Il semble même qu'on infecta des accouchés pour l'affreuse satisfaction de lui donner tort. Ceci n'est pas une simple assertion, car on peut remarquer que sous la direction du vieux Birley, il ne mourait à la maternité Saint-Roch que 2% des accouchés par puerpérale, tandis qu'avec Semmelweis, les statistiques remontent à 4% en 1857, puis 7% en 1858, enfin à 12% dans l'année 1859. Il y a des horreurs qu'on n'imagine pas. Par exemple, cette lettre d'un conseiller municipal de Buda au professeur Semmelweis, par laquelle la ville se refuse absolument à solder les 100 paires de draps commandés par lui pour le compte de son hôpital. Achat inutile, déclare le conseiller, puisque plusieurs accouchements peuvent fort bien avoir lieu de suite dans les mêmes draps. Une hostilité totale, comme à Vienne naguère, s'oppose dès lors à toutes ces décisions. Il ne lui reste qu'un seul ami à la suite de cette désertion de toutes les sympathies sur lesquelles il comptait. Cet ami ne possède, hélas, aucun appui officiel, mais il est jeune, actif et généreux. C'est le docteur Arnett. La cause de Semmelweis l'enthousiasme.
Il veut aller jusqu'à Paris pour la défendre et la faire triompher. De là, lui semble-t-il, toute idée reconnue valeureuse fait aisément son chemin dans le monde. Suivant son illusion, il voit la France comme la république des esprits aussi bien que des lois. Deux révolutions ne l'ont-elles point affirmé? Ensemble, ils rêvent d'expériences officielles auxquelles des grands maîtres de la science française donneront une sanction définitive. Avec bien de la peine, on finit par réunir l'argent nécessaire à cet audacieux voyage. Le passeport fut encore plus difficile à obtenir. Enfin, emportant le manuscrit de l'étiologie, Arnett dut se mettre en route le 13 mars 1858. Si l'on pouvait écrire l'histoire mystérieuse des véritables événements humains, quel moment sensible, quel moment périlleux que ce voyage! Mais il est aussi vrai que la durée, la douleur des hommes compte peu. Somme toute, à côté des passions, des frénésies absurdes qui font danser l'histoire sur les portées du temps. Aucun signe ne révèle à ceux qui le voient passer sur la route de Paris que ce voyageur pauvre, isolé, fils d'une nation subalterne, possède dans son bagage un rouleau d'écrits plus précieux que tous les livres secrets de toutes les Indes, qu'il est porteur d'une admirable vérité dont la simple lecture pourrait sauver chaque année des millions d'êtres humains, leur épargner d'infinies souffrances. Pour ses compagnons de diligence, c'est un voyageur pauvre, rien de plus. S'il parlait de ce qu'il sait, il ennuierait tout le monde. S'il insistait beaucoup, on le tuerait peut-être. La bonté n'est qu'un petit courant mystique parmi les autres et dont on tolère difficilement l'indiscrétion. Au contraire, contemplez donc la guerre en marche. Rien n'est trop doré, trop bruyant, trop immodeste pour elle. La gloire du général est celle qui se comprend immédiatement. Elle est éclatante, elle est énorme, elle coûte cher. Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée comme celle de l'eau et du soleil. L'intelligence collective est un effort surhumain. À Paris, où Arnett resta quelques semaines, l'Académie consacrait précisément entre le 23 février et le 6 juillet 1858 un certain nombre de séances à l'étude des questions de la fièvre puerpérale. Arnett ne manqua pas de s'y rendre. Il fut déçu dans ses espérances quand il comprit à quel point on voulait ignorer la vérité dans ce milieu et surtout quand il eut entendu le plus célèbre accoucheur de son temps, Dubois, résumer l'opinion de la savante assemblée au cours d'une regrettable communication. Cette théorie de Semmelweis qui, on s'en souvient peut-être, provoqua de si violentes polémiques dans les milieux obstétricaux, tant en Autriche que dans les autres pays, semble être aujourd'hui tout à fait abandonnée, et même dans l'école où on la professa jadis. Peut-être contenait-elle quelques bons principes, mais son application minutieuse présentait de telles difficultés qu'il eût fallu, à Paris, par exemple, mettre en quarantaine le personnel des hôpitaux pendant une grande partie de l'année. Et cela d'ailleurs pour un résultat tout à fait problématique. Que faire devant un tel contradicteur? Arnett ne pouvait songer à l'affronter. Il essaya bien d'obtenir qu'on entreprenne quelques expériences dans les hôpitaux parisiens sur le modèle de celles qui avaient été faites à Vienne autrefois par Semmelweis, mais au bout de peu de temps, il dut y renoncer, ne rencontrant qu'hostilité chez les uns, timidité chez les autres, et chez tous une soumission aveugle au verdict de Dubois, maître de l'obstétrique en France, indiscutable et régnant. En rentrant à Budapest, Arnett, découragé, ne sut convaincre Semmelweis de ce qu'il avait vu, entendu, et surtout de l'inanité de tout effort prochain. Arnett était raisonnable. Semmelweis ne l'était pas. Estimer, prévoir, attendre surtout semblait d'impossibles tyrannies à son esprit en déroute. Sans doute avait-il franchi déjà les sages limites de notre sens commun, cette grande tradition de nos esprits dont nous sommes tous les petits enfants attentifs, gentiment soudés par la coutume à la chaîne de la raison qui relie, qu'on le veuille ou non, le plus génial ou plus ignare d'entre nous, du premier au dernier jour de notre vie commune.
D'un maillon rompu de cette lourde chaîne, Semmelweis s'était détaché, lancé dans l'incohérence. Il avait perdu sa lucidité, cette puissance des puissances, cette concentration de tout notre avenir sur un point précis de l'univers. Hors d'elle, comment choisir, dans la vie qui passe, la forme du monde qui nous convient? Comment ne pas se perdre? Si l'homme s'est anobli parmi les animaux, n'est-ce pas parce qu'il a su découvrir à l'univers un plus grand nombre d'aspects? De la nature, c'est le courtisan le plus ingénieux, et son bonheur instable, fluide, penché de la vie vers la mort est son insatiable récompense. Que cette sensibilité est périlleuse. À quel labeur de tous les instants n'est-il point condamné pour l'équilibre de cette fragile merveille? À peine si dans son sommeil le plus profond son esprit connaît le repos. La paresse absolue est animale, notre structure humaine nous l'interdit. Forçat de la pensée, voilà tous ce que nous sommes. Simplement ouvrir les yeux, n'est-ce pas porter aussitôt le monde en équilibre sur sa tête? Boire, parler, se divertir, rêver peut-être, n'est-ce pas choisir sans trêve, entre tous les aspects du monde, ceux qui sont humains, traditionnels, et puis éloigner les autres inlassablement, jusqu'à la fatigue qui ne manque pas de nous surprendre à la fin de chaque journée. Honte à celui qui ne sait pas choisir l'aspect convenable aux destinées de notre espèce. Il est bête, il est fou. Quant à la fantaisie, à l'originalité dont notre orgueil se flatte, leurs limites, hélas, aussi sont précises, alourdies de discipline. Il n'y a de fantaisie permise que celle qui prend encore appui sur l'imaginaire gratuit du bon sens. Trop loin de cette convention, plus de raison et plus d'esprit pour vous comprendre. Semmelweis dépensait une force inutile quand il transformait tous ses cours en longs développements injurieux à l'égard de tous les professeurs d'obstétrique. Il acheva de se rendre intolérable et inefficace en allant afficher lui-même sur les murs de la ville des manifestes dont nous citons un passage. « Père de famille, sais-tu ce que cela veut dire d'appeler au chevet de ta femme en couche un médecin ou une sage-femme? Cela signifie que tu lui fais volontairement courir des risques mortels, si facilement évitables par les méthodes, etc. » Sans doute l'eût-on dès ce moment relevé de ses fonctions si son épuisement progressif n'avait devancé cette rigueur inutile. Bientôt, en effet, les mots qu'il prononçait n'atteignirent plus leur objet et furent le plus souvent sans portée. Son corps s'inclina dans une démarche nouvelle, saccadée. Il parut aux yeux de tous s'avancer en hésitant sur une terre inconnue. On le surprit en train de creuser dans les murs de sa chambre, à la recherche, prétendait-il, de grands secrets enfouis là par un prêtre de sa connaissance. En l'espace de quelques mois, ses traits s'incrustèrent profondément de mélancolie, et son regard, perdant l'appui des choses, parut se perdre derrière nous. Rapidement, il devint le pantin de toutes ses facultés, autrefois si puissantes, à présent déchaînées dans l'absurde. Par le rire, par la vindicte, par la bonté, il fut possédé tour à tour, entièrement, sans ordre logique, chacun de ses sentiments l'agissant pour son compte, paraissant uniquement jaloux d'épuiser les forces du pauvre homme plus complètement que la frénésie précédente. Une personnalité s'écarte-t-elle aussi cruellement qu'un corps quand la folie tourne la roue de son supplice? Ne croyez pas ces poètes qui vont se lamentant contre les rigueurs et les suggestions de la pensée, ou qui maudissent les chaînes matérielles dont s'entrave, prétendent-ils, leur essor admirable vers le ciel des purs esprits. Bienheureux inconscients, prétentieux ingrats en vérité, qui ne conçoivent qu'un petit coin joli de cette absolue liberté dont ils prétendent avoir le désir. S'ils se doutaient, les téméraires, que l'enfer commence aux portes de notre raison massive qu'ils déplorent et contre lesquelles ils vont parfois en révolte insensée, jusqu'à rompre leur lyre. S'ils savaient de quelle gratitude éperdue ne chanterait-il point la douce impuissance de nos esprits, cette heureuse prison des sens qui nous protège d'une intelligence infinie et dont notre lucidité la plus subtile n'est qu'un tout petit aperçu.
Semmelweis s'était évadé du chaud refuge de la raison, où se retranche depuis toujours la puissance énorme et fragile de notre espèce dans l'univers hostile. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions ne veillent plus d'écho, où notre cœur humain, terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté. En s'avançant dans ce dédale mouvant, impitoyable de la démence, Michaelis lui apparut, sanglant, lourd de reproches. Skoda, énorme, grossier, Klin, furieux, accusant, blêmi par toutes les haines d'un monde infernal, Seefort et puis Scanzoni. Des choses, des gens, des choses encore, des courants lourds, de terreurs innommables. Des formes imprécises l'entraînaient mêlées à des circonstances de son passé, parallèles, croisées, menaçantes, fondues. Autour de lui, le réel, le banal s'ajoutait encore à l'absurde par un maléfice de son esprit sans limite. Les tables, la lampe, ses 3 chaises, la fenêtre, tous ces objets les plus neutres, les plus usuels de sa vie courante, s'entouraient d'un halo mystérieux, d'une lumière hostile. Aucune sécurité désormais dans cette fluidité grotesque où se liquéfiaient les contours, les effets et les causes. Dans cette chambre déplacée par le fou hors de l'espace et du temps, revinrent encore les visiteurs fantastiques. Après chacun d'eux, il reprenait la controverse d'autrefois. Il argumentait longuement, logiquement parfois, et souvent bien après leur départ, mais presque toujours. Ses hallucinations se terminaient dans la violence. Il y en avait trop de ces ombres ricaneuses et menteuses autour de son lit, trop pour qu'il les vît toutes bien en face. Ne les entendrait-il pas comploter derrière son dos, ennemi fourbe? Et sa frénésie s'étranglait quand elles s'enfuyaient devant lui. Bien souvent, il s'échappait à leur suite dans l'escalier en les poursuivant, et jusque dans la rue. Cette phase de sa détresse mentale dura jusqu'en avril 1865. À ce moment, les hallucinations dont il était terrorisé cessèrent tout d'un coup. Ce ne fut qu'une amélioration trompeuse de son état, à peine un répit, pendant lequel, cependant, la surveillance dont il était l'objet se relâcha. On lui laissa même faire quelques promenades dans la ville. Il s'en allait par les rues chaudes et presque toujours sans chapeau. Tout le monde savait son malheur et chacun s'effaçait pour lui donner libre passage. C'est pendant cette accalmie que la faculté décida de lui donner un remplaçant. Ses collègues en délégation, et d'ailleurs avec beaucoup de ménagement, lui firent agréer cette mesure universitaire. Il fut entendu au surplus qu'il garderait le titre de professeur en disponibilité. Sans peine il parut adopter cette conclusion, mais dans le même après-midi, il fut possédé par une crise démentielle d'une intensité sans précédent. Vers 2 heures, on le vit dévaler à travers les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs. C'est en hurlant, débraillé, qu'il parvint de la sorte jusqu'aux amphithéâtres d'anatomie de la faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une démonstration. Semmelweis, s'emparant d'un scalpel, franchit le cercle des élèves, bousculant plusieurs chaises, s'approche du marbre, incise la peau du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu'on ait pu l'empêcher, au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par lambeaux qu'il projette au loin. Il accompagne ses manœuvres d'exclamations et de phrases sans suite. Les étudiants l'ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que personne n'ose l'interrompre. Il ne sait plus. Il reprend son scalpel et fouille avec ses doigts en même temps qu'avec la lame une cavité cadavérique suintante d'humeur. Par un geste plus saccadé que les autres, il se coupe profondément. Sa blessure saigne. Il crie, il menace, on le désarme, on l'entoure, mais il est trop tard. Comme Kolletchka naguère, il vient de s'infecter mortellement.